sur le podcast de Nakan et je vous retrouve avec mon compère Hermano pour un nouvel épisode en tête-à-tête ce soir. Hermano, salut. Salut Greg, salut à toutes et à tous. Hermano, on parlait de compétition et de triathlon juste avant de lancer l'enregistrement de cet épisode. J'ai cru entendre dans les discussions qu'on avait que tu avais des ambitions de retour sur le triathlon en 2020. Ah, quel salopard, tu me prends de court. Du coup, maintenant, si je le balance publiquement, je vais pas avoir le choix que de me tenir à mes objectifs. Effectivement, j'ai des velléités de revenir à mes premiers amours, à savoir le triathlon. Pour ceux qui me suivent un peu par ailleurs, j'ai eu un petit accident l'année dernière. Je sais pas forcément rouler en vélo, enfin du moins j'avais pas su serrer mes pédales. C'était avant que je découvre ton blog et toutes les bonnes astuces techniques et autres. Et du coup, je suis tombé, je me suis fait une fracture de la clavicule qui a nécessité la pose d'une plaque, enfin d'une espèce de grosse broche avec 6 vis qui traversent ma clavicule. Et pendant cette période-là, même si c'est pas forcément contre-indiqué par les médecins, en tout cas ça l'était très fortement par mon épouse et par tout mon entourage. Donc je ne pouvais pas remonter ni sur des skis ni sur un vélo. Donc le triathlon, je l'ai un peu laissé de côté, mais la bonne nouvelle c'est que je devrais normalement me faire retirer cette plaque cette fin d'année 2019 et remonter sur le vélo et repratiquer le triathlon à partir de 2020. C'est génial. Bah oui, on se réjouit de te retrouver dans le triple effort. Et puis si je dis que t'es de retour en triathlon, je dis pas forcément que pour 2020, au mois de mai, tu vas te lancer sur un Ironman, hein. Je dis simplement que tu vas repratiquer les 3 sports et puis probablement retrouver un peu de plaisir sur une ou 2 compétitions ici et là. Un peu de plaisir, ouais, c'est sûr. C'est clairement, de toute façon, quel que soit le sport que je pratique, je prends toujours beaucoup de plaisir parce que, on parle pas de moi, mais on pourra en parler un peu plus tard. Mais pour moi, le sport, c'est plein de valeurs, plein de bons moments, plein d'échanges, plein de moments de partage. Mais tu me disais, tu viens de me dire, monter sur 1 ou 2 épreuves. C'est peut-être l'occasion de parler ainsi un peu de toi, hein, parce que dans cette intro, t'es gentil, tu parles beaucoup de moi, mais toi, cette année, t'as fait un peu plus que 1 ou 2 épreuves. Par contre, t'as fait 2 épreuves, l'une et l'autre très rapprochées, non ? Ouais, alors c'était un petit peu la particularité de la planification de ma saison cette année. Moi, tu le sais probablement, hein, j'ai vraiment une grande affection pour la distance Half Ironman, 70.3 ou 70.3. Et du coup, j'en avais 3 au programme cette année. Donc un au mois de juin en Finlande, ce qui m'a permis d'échapper un petit peu à la canicule qui régnait sur l'Europe à ce moment-là. Et puis surtout, il y en avait 2 au mois de septembre et qui avaient la particularité d'être séparés que d'1 semaine. Ah, mais séparés d'1 semaine. Attends. Donc ça veut dire que en gros, en 1 semaine, tu t'es avalé un full Ironman, mais en le séparant en 2. T'as fait 2 half à 1 semaine d'intervalle. Exactement, ouais. Le dimanche 22 septembre, j'étais en Italie au départ du half d'Emilia-Romagna et puis 1 semaine plus tard, très exactement, donc 7 jours, le dimanche suivant, j'étais au départ du half de Cascais au Portugal. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Cette planification, elle était un petit peu particulière, mais voilà, avec un de mes compères de mon club de triathlon, on avait regardé le calendrier. Moi, j'avais 2 semaines de vacances de toute façon à cette période-là où j'avais pas vraiment encore de projet. Lui me demandait si je préférais l'un ou l'autre de ses parcours. J'ai dit pourquoi pas les 2. Alors ça c'est beau, ça, tu vois, j'aime bien comment tu amènes ça. J'avais 2 semaines de vacances, je savais pas trop ce que j'allais faire, du coup j'ai meublé, j'ai fait 2 half. Voilà, c'est sympa. Écoute, oui, moi je trouve que c'est des vacances qui sont ressourçantes. Ouais, en tout cas, les auditeurs l'ont peut-être pas compris, mais c'était le sujet du jour qu'on avait décidé d'aborder. Comment enchaîner de façon assez rapprochée 2 épreuves qui sont quand même relativement éprouvantes. Alors effectivement, on parle pas de 2 full Ironman qui sont enchaînés d'une semaine à l'autre, mais 2 half, 2 70.3. On rappellera les distances tout à l'heure pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément.
c'est quand même relativement éprouvant et traumatisant. Donc tu nous as dit que finalement ça s'est décidé un peu au dernier moment. Bon, j'y crois pas trop, parce que pour s'inscrire sur un 73 officiel du label Ironman, tu vas pas me dire que tu t'es inscrit la semaine d'avant. Non, je dis pas que ça s'est décidé au dernier moment, je dis qu'au moment où ça s'est décidé, c'était à la planification de la saison, donc c'était probablement au mois de février-mars. On a vu qu'il y avait ces 2 épreuves qui étaient à une semaine d'intervalle en Europe. On savait qu'on voulait en faire une à cette période-là. Et puis, je crois que le Half d'Italie avait pas encore publié le parcours définitif à vélo. Et donc, du coup, on regardait celui-là, mais on n'était pas trop sûr en fonction du parcours vélo qui allait être publié. Et puis, il y avait aussi celui de Cascais qui proposait vraiment un parcours assez challenging, et à vélo et à pied. Il y avait du dénivelé, il y avait vraiment un parcours qui était pas plat et qui était très intéressant au niveau challenge. Et donc du coup, on s'est dit voilà lequel on va choisir. Et puis c'est là que j'ai lancé. Écoute, moi de toute façon je suis en vacances, pourquoi pas les deux. Et c'est là qu'on s'est inscrit aux deux. Donc on avait vraiment l'ambition de faire les deux. Et puis il y a certains membres du club qui nous ont rejoints pour l'une ou l'autre de ces courses, mais on était vraiment 2 membres du club à faire les 2 halfs séparés de 7 jours. En tout cas, je te félicite. Moi, je me souviens, dans mes belles années triathlon, en 2009, pour les championnats de France du longue distance qui se déroulaient à Belfort, j'avais prévu de faire le Grand Chelem. Parce que sur le même week-end, il y avait le samedi le long, donc à l'époque c'était 4, 120 et 30. Pour ceux qui ne connaissent pas le triathlon, c'était 4 km de natation, 120 km de vélo et 30 km de course à pied. Le dimanche matin, il y avait un sprint. Donc là, on était sur 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et le dimanche après-midi, il y avait un court distance. Donc là, c'était le double du sprint, 1500, 40 et 20. Je ne redis pas chaque épreuve. 10, pardon, merci. Bon, finalement, l'épreuve du long sur les France m'avait suffisamment fatigué pour que je revienne sur mon idée du Grand Chelem. Mais j'en connais qui l'ont fait. Du coup, une grosse salutation à eux, à elles surtout, si elles nous écoutent. Donc, revenons à toi. Revenons surtout à nos auditeurs qui auraient dans l'idée de faire le même style de challenge, de se lancer ce même style d'objectif, à savoir enchaîner 2 épreuves relativement traumatisantes pour eux, que l'on parle d'un 73 ou pas, parce que finalement ça dépend aussi de ton niveau d'entraînement. Il y a des gens qui enchaînent des Ironman, il y en a d'autres qui enchaîneraient plutôt des distances olympiques ou des sprints sur 2 week-ends d'affilée. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est toi, en tant que sportif, déjà comment est-ce que tu as maturé cette idée d'en enchaîner 2, et puis surtout dans ta préparation, comment est-ce que tu l'as préparé? J'imagine, je fais un gros monologue, mais j'imagine qu'on ne prépare pas 2 épreuves de la même distance enchaînées très vite, de la même manière qu'on préparerait un Ironman complet, ou voire même simplement un 73, parce que si tu prépares que un demi-Ironman, t'as pas forcément la même préparation que si t'en prépares 2 d'affilée. Non, alors effectivement, il y a plein de paramètres qui sont entrés en jeu dans ma préparation à ce niveau-là. Alors, la première, c'était clairement de mettre l'accent sur une des 2 courses. Clairement, c'était de décider, parce que je voulais quand même établir sur une des 2 courses une performance entre guillemets référence, pour que je puisse m'appuyer là-dessus pour construire ma préparation pour ma saison 2020. J'ai de grandes ambitions pour ma saison 2020 en triathlon, et en particulier mon retour sur la distance complète. Et donc pour préparer au mieux cet Ironman de l'année prochaine, je voulais avoir des références solides et puis savoir sur quoi m'appuyer pour commencer ma préparation. Donc je voulais avoir une valeur référence sur une des 2 courses. En l'occurrence, j'ai décidé que ce serait la première, donc en Italie, que j'allais vraiment essayer de dérouler la course entre guillemets idéale par rapport à l'entraînement que j'avais. Et donc déjà là, il y a un chemin de réflexion au niveau de la préparation mentale, c'est d'accepter de sacrifier la
seconde course, c'est-à-dire d'y aller, bien évidemment, parce qu'il y a aussi un voyage, il y a aussi un partage avec d'autres membres du club. On était plusieurs à aller là-bas, et puis de quand même prendre le départ et essayer d'aller au bout de cette course, mais en sachant que même si je suis pas en forme, même si je me suis cramé sur la compétition de la semaine d'avant, il faut pas garder ça en souvenir, il faut vraiment garder la course référence que j'ai choisi être la première, celle en Italie. Et puis ensuite, au niveau de la préparation physique, bien évidemment, on essaye quand même de faire en sorte que les deux courses se passent bien et que je puisse vraiment essayer de donner mon maximum sur les deux courses. Et là, en préparation, moi, je sais que ce qui est traumatisant sur un half Iron ou sur un Ironman complet, le plus, c'est la course à pied. Donc, c'est clairement cette épreuve-là qui va générer du besoin de récupération et puis qui va générer une fatigue musculaire et puis peut-être quelques petits bobos ici et là. Moi, je suis assez sujet, par exemple, aux contractures dans les muscles du mollet. Donc, je sais que si je fais un semi-marathon, le lendemain ou le surlendemain, ça va pas être facile de marcher. Et puis, il va falloir faire beaucoup de stretching, un peu de massage. Donc, voilà, tout ça, je l'ai intégré. Et puis, j'ai forcé un petit peu sur les distances et la répétition des longues distances en course à pied dans les entraînements, dans les semaines qui ont précédé. J'ai fait plusieurs sorties de plus de 20 km les week-end, et puis j'ai essayé de les enchaîner le lendemain avec encore un 12-15 km derrière pour vraiment essayer de stimuler cette récupération musculaire sans bien évidemment trop en faire. Donc c'est toujours là l'équilibre un petit peu difficile à trouver. Mais du coup, est-ce que quand tu prépares 2,73 à une semaine d'intervalle, est-ce que tu penses que tu te situerais plus dans une préparation au format L, c'est-à-dire 4, 120 et 30, ou dans un format Ironman? Donc, est-ce que tu es plutôt dans 3 quarts d'Ironman ou dans un Ironman, ou alors tu es vraiment dans la répétition de 2,73? Là, honnêtement, ma préparation, elle était quand même axée principalement sur la première course, donc aller essayer de faire la meilleure performance possible sur 1. Et puis ensuite, des petits ajustements, mais c'était pas forcément le but de tout sacrifier pour ça, pour essayer de stimuler encore cette récupération et puis d'augmenter un tout petit peu les distances et les répétitions en course à pied pour pouvoir enchaîner dans les meilleures conditions possibles le second half. Mais moi, ma préparation, elle a pas été très différente sur ce coup-là de s'il avait eu que le half d'Italie. On va dire que j'ai pas compris grand-chose, mais en gros, effectivement, tu t'es préparé pour l'Ironman d'Italie, enfin le 73 d'Italie. Tu t'es dit que celui du Portugal, tu irais un peu en roue libre. Ça passe ou ça casse. Exactement, c'était vraiment essayer de faire la meilleure performance possible sur l'Italie, et puis d'un côté c'est un truc aussi rassurant quand même, parce que tu te dis en Italie, si je fais une bonne natation mais que je foire mon vélo, du coup, j'ai pas besoin de tirer comme un ours sur ma course à pied, parce que je sais qu'une semaine après, je vais avoir une deuxième chance. Donc, du coup, tu vas te dire, mon semi-marathon, je le fais en dedans pour pouvoir récupérer plus facilement, puis vraiment avoir des chances sur la semaine suivante. Donc, du coup, ça te donne un joker. Et donc, sur ta course en Italie, enfin, sur ma course en Italie, ça m'a donné la possibilité de prendre un petit peu des risques à vélo, et je me suis fixé des seuils. Par exemple, sur le vélo, je fonctionne avec mon capteur de puissance, et en temps normal, je me serais dit, j'essaye de viser une puissance à 210 watts à peu près de moyenne, parce que je sais que c'est ça que j'arrivais à tenir en entraînement à peu près. Et là, j'ai pris un petit risque, et puis j'ai augmenté cette valeur de quelques watts, et je finis avec une moyenne qui est proche des 220. Et donc du coup, voilà, c'était un petit challenge, un petit risque. Et puis aussi au départ du semi-marathon en Italie, probablement que si j'avais eu que celui-ci, je serais parti un tout petit peu plus conservateur, un tout petit peu plus avec un tout petit peu plus de précaution. Et puis en partant à 4 minutes 45 au kilomètre, ce qui est une allure qui est quand même assez intéressante pour moi sur un semi-marathon, là j'aurais peut-être dit oula, attention, hold on, et puis j'aurais peut-être mis 5 secondes de plus par sécurité. Mais comme il y avait celui de Cascais derrière qui me permettait d'avoir un plan B au cas où il y a tout qui partait en cacahuète en Italie, voilà, j'ai pris ce petit risque, et ça, en l'occurrence, ça a été payant, parce que je suis assez content de ma performance réalisée en Italie. Donc en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu t'es préparé pour 1,73, c'est
le 73 sur lequel tu voulais vraiment faire la course, le temps de référence, mais malgré tout, tu t'es quand même gardé un effet placebo avec le 73 du Portugal. Ce qui fait que dans ta préparation mentale, tu avais quand même, comme tu l'as dit, un joker. Tu étais prêt à aller à tout donner en Italie, mais si jamais ça passait pas, de toute façon, tu avais une deuxième chance. Bah oui, c'est ça. Et puis, demande à un athlète au championnat du monde d'athlétisme, par exemple à Doha, un Julien Vanders, par exemple, qui a foiré sa course du 10 000 et puis qui a dû abandonner au milieu de sa course. Et bah, dis-lui que le lendemain, il en a une autre. Bah, ça lui donne quand même une sacrée sécurité. Et puis qu'il peut rejouer un joker ce soir-là et puis en refaire une autre le lendemain, ça lui donne une sacrée sécurité. Il prend plus de risques sur la course. Enfin, voilà. Moi, c'était un petit peu pareil, bien sûr, à un niveau complètement différent. C'est vrai. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à Christophe Lemaître, notre franco-français qui s'était préservé pour le 4x100 français. Même ses coachs l'avaient préservé. Ils lui ont dit tu ne cours pas aux sélections, enfin tu ne cours pas au qualif parce qu'on va te garder pour la finale. Et au final, je sais pas si tu as vu, mais il n'a pas pu prendre le départ parce que le relais français est tombé. Et donc, un petit coucou quand même à Christophe. Je sais pas s'il nous écoute, mais si c'est le cas, on pense bien fort à toi. Ouais, c'est toujours très très frustrant ce genre de choses. Le passage du relais, on a vécu ça aussi avec l'équipe féminine suisse il y a quelques années au championnat du monde où la première relayeuse, elle perd le témoin des mains dans son starting block. Voilà, la course s'arrête pour tout le monde. C'est cruel, c'est la loi du sport et puis voilà, ça permet aussi de forger le mental de ces sportifs et pour qu'ils reviennent plus forts encore après. Bon, allez. Du coup, recentrons quand même le débat sur toi, parce que là, sur nos auditeurs qui voudraient enchaîner 2 courses d'un certain niveau, d'une certaine difficulté, et en l'occurrence, on a la chance avec toi d'avoir déjà vécu ça. Là, tu nous as expliqué comment est-ce que tu avais orienté ta préparation. Tu nous as dit que l'objectif aussi, c'était de tout axer sur une course pour avoir un temps de référence, mais que malgré tout, pendant que tu faisais cette course, tu avais cette idée que la deuxième aurait pu faire effet de joker si ça marchait pas, et ça t'a permis aussi peut-être un peu, beaucoup, potentiellement... Bon, on arrête là avec les adjectifs. Bref, t'as pris quelques risques. Maintenant, ça c'était ta première course. C'était ton état d'esprit pendant ta préparation et pendant ta première course. Oui. Après, tu as le voyage, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, tu étais d'abord en Italie, puis au Portugal, donc un peu d'avion entre les deux, un peu de stress, les affaires, le vélo, etc. Quelles affaires de course je vais reprendre? Est-ce que je vais prendre les mêmes? Faut les laver, faut les sécher. Bref, passons tout ça. Le jour de la deuxième course, dans quel état d'esprit tu arrives, sachant que j'imagine, par rapport à ce que tu nous as dit, que tu avais déjà dans l'idée, ok, j'ai fait la marque sur ma première course, là maintenant, j'y vais en roue libre. Donc, qu'est-ce qui se passe au matin du départ de la deuxième course? Alors, je me dis pas, je vais y aller en roue libre. Je me dis, je vais faire la meilleure performance possible aujourd'hui. Et je prends le départ en ayant en tête d'essayer de faire une bonne performance. Alors, je sais déjà d'avance qu'au niveau chronométrique, ça va pas se faire parce que le parcours est beaucoup plus difficile. Donc, la natation, c'est comparable. Je veux dire, il y a pas 36 solutions, à moins qu'il n'y ait pas la distance ou que vraiment il y a un problème au niveau du parcours ou quoi. Mais normalement, en natation, c'est pas vallonné. Non, normalement pas. Donc il peut y avoir du gros temps et il peut y avoir un problème de distance de parcours, mais en dehors de ça, voilà, c'est comparable. Ensuite, le vélo, il y avait beaucoup plus de dénivelé positif et donc du coup, voilà, ça c'est clair qu'au niveau temps, c'est pas comparable. Le seul repère que là je peux avoir, c'est le nombre de watts. Et puis la course à pied, c'est exactement pareil parce que vu que la course à pied était archi plate à Cervia en Italie et que à Cascais, il y avait du dénivelé là-dessus, pareil. Je vais pas pouvoir me fier au temps que j'ai fait, mais uniquement là aussi à la puissance puisque j'utilisais le capteur Stryd dont on a déjà parlé dans un épisode de ce podcast. On remettra tout ça dans les notes de l'émission pour ceux qui se posent la question et qui se demandent ce que c'est Stryd et pourquoi est-ce que Greg ne parle que de capteur de puissance et pas de fréquence, d'allure, de vitesse ou autre. Donc du coup voilà, moi je sais que je dois donner le maximum sur cette course-là, mais par contre je sais aussi qu'il y a un risque que je me retrouve fatigué plus vite et puis qu'il y ait quelque chose qui se passe pas
va bien, parce que voilà, j'ai jamais effectué 2 courses si longues aussi rapprochées. Et puis c'est vrai que la récupération entre le premier et la deuxième était entre guillemets compliqué. Enfin, quand j'ai fini la course en Italie et puis que je me suis réveillé le lendemain, j'avais les mollets qui tiraient, j'avais les quadriceps qui faisaient mal. Donc voilà, j'avais quand même mis la patate sur la course à pied et ça s'est clairement ressenti le lendemain. Et donc quand j'ai pris connaissance des dégâts qu'il y avait eu les jours suivants, je me suis dit c'est pas gagné de récupérer en 5 jours pour pouvoir reprendre le départ dans de bonnes conditions dans une semaine. Et jusqu'au jeudi, je me posais la question de savoir est-ce que je prends le risque quand même de relancer un semi-marathon là-dessus. On sait que voilà, c'est pas bon. On va chercher des déchirures musculaires, des ruptures de tendons si vraiment on n'a pas bien récupéré et puis qu'on relance un effort trop violent là-dessus. Et puis après, au feeling, le vendredi et le samedi, j'ai senti que c'était bon, que c'était passé. J'ai pas mal massé, j'ai pas mal stretché. J'ai aussi un Compex qui m'a aidé un petit peu à stimuler cette récupération. C'est de l'électrostimulation, hein. Pour ceux qui connaissent pas le Compex, on colle des petites électrodes là où il faut pour faire travailler les muscles exactement de la bonne manière pour stimuler un petit peu la récupération. Et puis avec 1 ou 2 séances de ça, on améliore quand même un tout petit peu la récupération. Et puis, voilà, j'ai pris tous les atouts que je pouvais avoir pour récupérer au plus vite. Et puis le dimanche, je suis parti. Et finalement, je suis parti dans des conditions qui étaient correctes. J'ai quand même bien senti sur le semi-marathon de Cascais qu'il y avait quelque chose la semaine d'avant. Ça, je le cache pas, mais bon, ça m'a pas fait trop de soucis de me lancer sur cette course à pied non plus. Alors, c'est marrant parce que tu parles beaucoup de la partie course à pied. Pourtant, dans un triathlon, il y a de la natation, il y a du vélo et il y a de la course à pied. Est-ce que en vélo, tu as eu aussi un peu plus de difficultés, un peu plus de douleur? Est-ce que tu as mis du vélo entre les 2 épreuves? Parce que c'est pas un mythe pour les gens qui sont déjà triathlètes ou voire même pour les gros coureurs, le fait de tourner les jambes. Alors, on rentre un peu dans un point un peu plus technique, mais en gros, le fait de vraiment beaucoup pédaler avec une toute petite résistance mais beaucoup de fréquence, c'est-à-dire beaucoup de tours de pédale, ça permet aussi de récupérer au niveau des jambes. Donc est-ce que tu as mis un peu de séances de vélo comme ça entre les 2 épisodes ou finalement tu as juste beaucoup tourné les jambes pendant le 73 de Cascais, parce que ce qui ressort quand même beaucoup de ce que tu nous dis, c'est que tu appréhendais, ou du moins tu as eu du mal pendant la course à pied. Ouais, alors moi je parle de la course à pied parce que c'est vraiment l'épisode traumatisant, hein, en tout cas musculairement, d'un triathlon. Sur le vélo, j'ai eu du mal à trouver mon rythme au début de la compétition, mais comme on peut parfois avoir du mal, je suis pas sûr que ce soit lié à l'épreuve que j'avais réalisée une semaine plus tôt. Mais pour revenir sur ta question sur la récupération, la logistique qu'il y avait entre les 2 courses ne m'a pas permis de mettre la moindre séance de sport entre les 2. C'est-à-dire que j'ai fait 0 séance d'entraînement non, c'est mentir, j'en ai fait une de course à pied mais super légère pendant la journée où j'étais de retour chez moi entre les 2 voyages. Parce que je devais publier un test sur le site web de nakan.ch et il me manquait 2 photos avec des métriques particulières sur la montre pour pouvoir publier le test en question. C'était le test de la Garmin Fenix 6 et donc j'ai fait une sortie de course à pied de 2 km et demi ce jour-là, juste mais à 9 à l'heure quoi, mais juste pour pouvoir avoir ces données qui sont affichées sur l'écran pour pouvoir finaliser mon test avant la publication. Mais sinon non, j'ai pas mis de séance de sport entre les 2 et puis le vélo, il a fallu l'emballer tout de suite dans la valise pour qu'il prenne l'avion pour aller à Lisbonne. Quand on était en visite à Lisbonne, l'appartement dans lequel on était trop petit pour envisager de faire le remontage ici et puis voilà, j'ai fait de la récupération vraiment passive. Ça me laisse un peu perplexe. Je suis pas certain que ce soit la meilleure attitude à avoir, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. En même temps, mauvaise, pas mauvaise, je sais pas, nous on n'est pas des sportifs
objectif pro où on se focalise non plus exclusivement sur la course. Moi, j'ai passé une petite semaine au Portugal. J'avais pas envie de passer une semaine complète à travailler ma récupération et puis penser qu'à la compétition. On a visité Lisbonne, j'y étais pas retourné depuis un grand nombre d'années. On a visité les environs, on a aussi profité un petit peu de l'hôtel, de l'infrastructure qu'on avait à disposition, et donc piscine et ce genre de choses. Et voilà, la compétition a été présente à l'esprit, mais pas non plus le centre d'intérêt unique et numéro 1 de notre séjour là-bas. Donc j'ai laissé les choses se faire. Le soir, je faisais du stretching. Je tirais tout ce que je pouvais pour essayer de récupérer correctement. Mais la journée, j'ai marché. Alors, certes, j'ai beaucoup marché, mais j'ai pas fait ça dans un but de récupération quelconque. On a parlé de la première compétition, de l'entre-deux, de la deuxième. Qu'est-ce qui se passe après ? Après, y a quand même le sentiment où on est content d'avoir réussi à enchaîner ça sur 2 semaines. Ça donne des bonnes indications sur la capacité que j'ai retrouvée pendant mon entraînement cet été. Et donc du coup, oui, et puis surtout que les 2 performances sont honorables. Sur le vélo à Cascais, alors les conditions s'y prêtent peut-être un tout petit peu mieux, mais j'ai un meilleur rendement en watts que sur le vélo en Italie, où pourtant j'y allais plus concentré, plus vraiment axé sur la performance, alors qu'à Cascais, au début du parcours, j'ai un petit peu de mal à trouver le rythme. Après, il y a un coéquipier du club qui m'a rejoint, donc du coup, ça donne une espèce d'émulation entre les deux. Et là, j'ai commencé vraiment à appuyer un petit peu. Et puis ensuite, il y a la partie plus vallonnée qui est arrivée. Et puis là, j'ai pu m'exprimer un petit peu plus facilement que sur ces longs bouts de plaques que je trouvais pas forcément très intéressants avant. Et puis c'est vrai que dans la montée, là, j'ai trouvé des jambes que j'avais de la peine à imaginer. C'était presque facile de rouler là-dedans vite, et je reprenais beaucoup de coureurs sur la partie cycliste, sur la deuxième moitié de ce parcours. Et bon, la fin est super facile, ça descend, c'est le long de la côte, il y a le vent dans le dos, donc là on nous mouline les jambes juste pour pouvoir préparer la course à pied. Et puis la course à pied était très compliquée au niveau du dénivelé. C'est vrai que je suis parti sur les mêmes bases sur la partie plate qu'en Italie, c'est-à-dire à 4,45, 4,50 au kilomètre, mais alors ça a pas tenu très très longtemps. C'est logique, hein, parce que ça a commencé à monter, à descendre, et puis j'avais quand même les mollets qui ont fait relativement vite mal, donc pas de manière catastrophique, mais de là à me dire attention mon gars, t'as déjà couru un semi-marathon la semaine passée, là ça va pas rentrer comme dans du beurre comme c'était le cas en Italie. Et puis c'était clairement plus difficile aussi pour ça. Bon, alors ça fait quand même pas mal de fois que tu parles de tes mollets, des douleurs que tu ressens. J'en profite juste pour plugger un prochain épisode qui sortira dans 15 jours, le 23 octobre, où, si je ne m'abuse, nous avons parlé minimalisme et course avant-pied, donc un petit peu travailler sur les mollets. Ce sera peut-être l'occasion aussi pour nos auditeurs de découvrir une autre façon de courir. Alors oui, enfin la façon de courir que moi j'essaye d'utiliser depuis maintenant 10 ans presque, donc de courir vraiment avec des chaussures les plus minimalistes possibles, et puis sur l'avant du pied. Mais on en parle effectivement avec des invités de choix dans l'épisode de la semaine prochaine. Parlons un petit peu du matos. Est-ce que tu avais exactement le même matériel sur les 2 courses, la même tenue, le même vélo, oui, j'imagine, puisque tu nous as dit que tu l'avais emballé et puis qu'il fallait qu'il prenne l'avion pour arriver avant toi, mais est-ce que tu avais les mêmes chaussures de course à pied, ou tu as choisi une configuration différente ? Non, sur ces 2 courses, j'étais vraiment aussi dans une optique de validation du matériel que je vais utiliser sur l'Ironman l'année prochaine. Alors, la seule chose qui est pas la même, c'est le vélo, parce que mon nouveau vélo qui va m'accompagner sur ma saison 2020 de triathlon était pas encore arrivé pour la première course en Italie. Évidemment, c'était très risqué, même si j'avais reçu le vélo entre les 2 courses, de prendre un vélo que je connais absolument pas sur la deuxième compétition. Donc c'est
le même qui m'a accompagné en Italie et au Portugal. Mon vénérable vélo de triathlon, donc format contre-la-montre que j'utilise depuis mes débuts en triathlon. Et voilà, c'est la seule chose que j'ai pas utilisée en validation entre guillemets de ce que j'utiliserai pour la saison prochaine. Sinon tout le reste, donc la tenue, la trifonction, j'ai testé ma trifonction à Cervia, c'était la première fois que je l'utilisais en compétition. Sinon les chaussures de course à pied, c'est celles que j'utilise depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois, donc celles-là je commence à bien les connaître. J'ai déjà fait une petite compétition de 10 km avec il y a 1 mois, donc là il y avait aucun problème non plus, les chaussures c'était les mêmes sur les deux. La seule chose que j'ai changé encore entre les deux courses, c'était le casque. J'ai essayé le casque de chrono qui pourrait m'accompagner l'année prochaine sur Ironman, mais je l'ai utilisé que à Cascais. En Italie, j'ai pris mon casque traditionnel, mais bon, ça c'est du détail. Oui, effectivement, quand on se connecte sur nakan.ch, alors là, si vous vous connectez maintenant, la seule chose que vous verrez en page d'accueil, enfin les premières choses, pas la seule chose, mais les premières choses que vous verrez en page d'accueil, c'est les 2 comptes rendus de l'Ironman, et avec ces 2 magnifiques photos où on voit que c'est le même vélo, c'est le même bidon, Greg, c'est le même bidon, ou alors c'est du moins la même couleur de bidon sur les 2 courses, c'est la même trifonction, mais c'est pas le même casque. Oui, alors effectivement, le casque c'était un test supplémentaire à Cascais. C'était vraiment le terrain idéal parce que je sais que l'Ironman de Thun en Suisse l'année prochaine ne sera pas plat du tout. Et comme c'est un casque avec visière qui est fermé, hein, ce casque de chrono, l'idée c'était de voir si dans les montées il n'y avait pas effet un peu cocotte minute là-dessous et qu'il n'y avait pas trop de chaleur qui s'accumulait, surtout dans les parties montantes où la vitesse est moindre et puis où l'effort est plus important. Et puis effectivement, c'est relativement bien passé, même s'il faisait un peu chaud à Cascais. Donc, en fonction de la température qu'il faisait là-bas, je valide ce casque même pour des parcours relativement cabossés, hein, au niveau du vélo. Par contre, voilà, s'il fait 5-10 degrés de plus l'année prochaine à Thun, il faudra que j'ai un plan B. Et donc, c'est pour ça aussi que j'en ai fait un avec mon casque traditionnel pour vérifier que tout allait bien. Mais là, il n'y avait pas trop de soucis. Moi, je pense que ce sera un point qu'on pourra aborder dans un autre épisode, le casque de vélo, puisque l'un de nos derniers épisodes, notamment en tête-à-tête, c'était le choix de son vélo pour un premier triathlon. Je pense que sur le casque, il y a pas mal de choses à dire, mais effectivement, j'ai déjà entendu que ces nouveaux casques aéros, qui finalement sont pas si aérés, donc ils sont aéros, c'est-à-dire qu'ils sont aérodynamiques, mais pas si aérés que ça, et avec une visière intégrée, quand ça commence à chauffer, ça fait un peu cocotte minute, voire même il y a un peu de buée qui se dépose sur la visière. Mais bon, gardons ça pour un prochain épisode. On a quand même bien fait un tour de tout ce que englobe le fait de faire 2 courses assez éprouvantes à une semaine d'intervalle. On a vu la préparation, on a vu la première course, on a vu l'entre-deux, on a vu la deuxième course, on a vu l'après. Tu nous as dit que t'en tirais une certaine fierté d'avoir été jusqu'au bout, que ça te permet aussi d'apprendre pour ta préparation l'année prochaine pour un full Ironman. Et ça, je l'ai piqué à d'autres copains podcasteurs sportifs, si finalement tu pouvais revenir en arrière, alors pas 15-20 ans comme diraient certains autres copains podcasteurs, mais plutôt 15 jours avant, 2 ou 3 semaines avant, peut-être juste avant ton premier 73, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que tu changerais quelque chose ou tu resterais pareil? Non, franchement, je changerais pas grand-chose. Ce jour-là, il y a tout qui a marché en fait. J'ai réalisé vraiment la performance que j'espérais. Et puis, très honnêtement, je me suis vraiment surpris au niveau de la performance que j'ai développée en Italie par rapport à l'entraînement que j'avais, par rapport à mon retour sur ce type de distance depuis 2016. Hein. Les gens qui lisent mon site depuis un certain nombre d'années savent que ma dernière grosse compétition avec grosse intensité, elle a eu lieu en 2016. Hein, c'était les halves qui ont suivi l'Ironman de Lanzarote. Ensuite, il y a plein de choses, d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie. J'ai repris un peu des études pendant l'année 2017, début 2018. Donc là, le sport a pris une place nettement moins grande dans ma vie. Et puis, j'ai pris du poids. Et puis, j'ai repris vraiment l'entraînement sportif sérieusement au début de cette année 2019. Et puis, quand je suis arrivé à Lahti, en Finlande, pour mon premier half cette année en juin, j'avais des performances qui étaient loin de me satisfaire et qui étaient vraiment encore
ce signe d'un entraînement qui venait de recommencer. Le semi-marathon, je le prends comme référence parce que c'est vraiment un point assez révélateur en Finlande. Je le fais en plus de 2 heures, je le rentre en 2h01 ou 2h02 pour les 21 km et franchement je l'ai fait à une intensité élevée, mais par rapport à la condition que j'avais là-bas. Et puis j'ai vraiment mis le paquet sur mon entraînement vélo et course à pied cet été. Et quand j'arrive en Italie, je le rentre en 1h43 et les 2 parcours sont relativement plats. Alors en Finlande, peut-être qu'on peut rajouter 2-3 minutes parce qu'il y avait une toute petite côte, mais enfin vraiment pas grand-chose. Donc voilà, la progression, elle est importante. Et moi, elle me motive d'autant plus que elle me dit clairement, Greg, t'es sur la bonne voie pour la suite. Et donc voilà, je changerai pas grand-chose, voire même rien en fait. Le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir eu mon nouveau vélo de triathlon pour que je puisse pas le valider sur cette distance-là avant de commencer l'année prochaine à me projeter sur la saison 2020, parce que maintenant c'est vrai que là en Suisse on a encore quelques week-ends où on va pouvoir profiter de sortir à vélo, mais ils sont un peu comptés sur les doigts d'une main, parce que après la fin du mois d'octobre, les possibilités de rouler à l'extérieur, elles s'amenuisent fortement, et donc du coup ce sera que au début de la saison prochaine que je vais pouvoir vraiment prendre connaissance de ce vélo-là sur des distances longues. Et ça, voilà, c'est la seule chose, mais... Non, moi ce que je te propose, c'est que pour prendre connaissance de ton vélo, tu montes sur le vélo, pas ce week-end, mais plutôt le week-end prochain, et puis tu viennes me faire un petit coucou au Luxembourg. Il y a 500 bornes, 600 bornes, tu reviens en train, c'est nickel. Comme ça, tu auras de quoi prendre un petit peu tes marques sur ton nouveau vélo. Ça te va ? Ouais, alors c'est impeccable. On en rediscute. Non, mais plus sérieusement, donc toi, tu changerais rien dans ce que tu as fait. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui va se lancer dans ce même type d'épreuve, alors... Encore une fois, on le répète, pour toi, c'était un double 73 à une semaine d'intervalle. Pour d'autres, ça peut être un double distance olympique, ou même doublé sur un sprint, ou peut-être même, si on part que sur l'aspect course à pied, doubler un trail assez important, ou faire une grosse sortie un jour et le lendemain refaire une sortie qui finalement va s'avérer imposante. Quel conseil tu donnerais si tu étais une petite souris, tu pouvais te glisser dans l'oreille de ce sportif ? Avant de vouloir enchaîner les épreuves, c'est bien de les connaître de manière individuelle, je dirais. La distance half, ça me faisait pas vraiment de souci de m'aligner sur 2 half en l'espace d'une semaine, sachant que c'était mes 14e et 15e distance half Ironman que j'allais réaliser. Donc je me connais sur cette distance. Si je l'ai fait, c'est parce que je sais que j'en suis capable si j'ai l'entraînement qui va bien. Donc quand je l'ai décidé au mois de mars, je savais que j'avais une année quasiment pour me préparer, enfin en tout cas une belle saison pour me préparer pour ça. Et donc du coup, voilà, j'avais confiance en moi de pouvoir le faire. Donc il faut vraiment déjà se connaître sur les épreuves qu'on souhaite répéter. Et puis ensuite, je pense que c'est bien de faire comme je l'ai fait au niveau de l'approche psychologique, c'est-à-dire de privilégier quand même une des deux et de se dire sur celle-là, je vais vraiment essayer de faire ma performance de référence, et sur l'autre, aller plus sur un mode me faire plaisir et puis y aller au feeling. Et puis si tout se passe bien et que j'ai les jambes ce jour-là ou les bras ou peu importe, mais que je me sens bien sur ma compétition, eh ben pourquoi pas aller smasher encore un temps sur la deuxième, mais surtout ne pas se formaliser s'il y a une performance catastrophique sur la deuxième. Et moi, c'était très clair et net que après l'Italie, quoi qu'il se passe à Cascais, que ce soit une performance de misère, que ce soit un abandon ou que ce soit une super performance, ça importait peu pour moi par rapport à la confiance que j'avais engendrée en Italie pour ma préparation hivernale et pour ma préparation pour mon Ironman l'année prochaine. Je crois que tu nous as fait une belle conclusion. Il y a juste plus rien à dire. Comme j'aime le dire, je suis pas sportif professionnel, donc il faut que j'arrive à trouver du plaisir dans ce que je fais, parce que c'est mon moteur, c'est mon hobby, c'est ma passion, et il faut pas que ça devienne un calvaire ou une contrainte. Et donc du coup, voilà, c'était un challenge que je me suis fixé, et ça m'a vraiment motivé à m'entraîner de faire ces 2 halfs à la suite, aussi parce que le calendrier s'y prêtait, et puis que j'avais aussi des coéquipiers de club qui le faisaient avec moi, donc ça aide aussi au niveau organisation, et puis à se motiver pour aller faire ces
ces compétitions, mais je dois y retrouver du plaisir, je dois y retrouver mon compte. Moi, je joue pas mon salaire ou ma vie sur ce genre de course, donc s'il y a pas de plaisir, j'arrête immédiatement. Et ça doit rester mon moteur. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et sur l'un et sur l'autre. Alors ceux qui viendront lire le compte rendu des courses sur nakan.ch se diront il a peut-être pas eu trop de plaisir quand il nageait dans le pétrole dans le port de Cascais. Non, effectivement, ça c'était pas forcément la partie très sympa, mais voilà, sur la course à pied après la ligne d'arrivée, tous ces moments-là ils sont précieux, et à Cascais encore j'ai eu beaucoup de plaisir, et sur la fin de la partie vélo, et quand je m'éclatais dans ces pourcentages, et puis sur la course à pied quand il faut un petit peu lutter contre les douleurs musculaires à la fin de la deuxième boucle de course à pied. Voilà, moi j'y trouve une certaine satisfaction et un certain plaisir, et ça, c'est ça qui est important pour moi. Ouais, et puis de toute façon on s'en fiche, parce qu'avec la sueur le pétrole perle, et quand t'as fini la course à pied il y en a plus sur la peau. Ouais, mais j'ai quand même passé un petit peu de temps à la première transition sous les douches qu'il y avait là pour... normalement c'est juste pour évacuer l'eau salée de l'océan, mais là je suis resté un tout petit peu plus longtemps sous les douches, et s'il y avait eu du savon eh ben j'en aurais utilisé un peu. En tout cas c'est sympa ce que tu nous racontes, et puis surtout je pense que ça donnera peut-être des idées ou des envies, ou ça confortera certaines personnes, certains de nos auditeurs dans leur démarche, soit de s'entraîner pour un objectif, soit de s'entraîner pour 2 ou 3 ou X objectifs. Et puis s'il y en a qui ont envie de se demander comment ça se passe la vie d'un sportif de haut niveau, puisque tu en parlais, tu as dit toi, moi, enfin nous ne sommes pas des sportifs professionnels. Par contre, s'il y en a qui ont envie de savoir comment ça se passe, je vous invite à écouter l'autre podcast qu'on produit et qu'on publie tous les vendredis, et qui raconte l'histoire d'une sportive de haut niveau qui se prépare pour les JO de Tokyo sur la distance marathon. En tout cas, moi j'étais content de partager cette expérience avec toi et avec nos auditeurs. Et voilà, la saison de tri, en tout cas pour moi, elle est finie. Pour toi, elle se dessine pour l'année 2020. C'est ça. Mais par contre, on n'a pas encore fini de parler de sport. On a dit aux auditeurs qu'on allait terminer cette saison 1 du podcast à l'entame du mois de décembre, et puis qu'on reviendrait avec des nouveaux projets d'épisodes et tout frais, avec des nouveaux sujets dès le début de l'année 2020. Mais on a encore des épisodes qui sont prévus et planifiés, où on va continuer à parler de sport. Justement, c'est une très bonne transition. Je trouve que ça permet de rappeler à nos auditeurs que, s'ils ont des questions à nous poser ou des sujets à nous proposer, direction podcast.nakan.ch, vous avez un gros bouton nous poser une question, et puis vous verrez, il y a soit un formulaire, soit la procédure pour nous contacter via Telegram, via WhatsApp, et nous on se fait toujours un plaisir de répondre à vos questions, comme on l'a déjà fait sur d'autres épisodes. Et si vous avez aussi un peu de temps à nous consacrer, je dirais pas du temps à perdre, je dirais vraiment du temps à nous consacrer, vous pouvez faire comme, je vais écorcher son pseudo, Riffdo, qui nous a laissé un commentaire avec 5 étoiles en nous disant podcast très intéressant, merci pour ce podcast intéressant et constructif sur le running et le sport connecté en général, je vous écoute régulièrement et toujours avec attention. Voilà, je vous invite à faire comme eux, enfin comme lui et comme tous les autres qui ont laissé un commentaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous connecter sur Apple Podcast, parce que c'est quand même ce qui nous permet d'apparaître un peu plus dans les rankings, et puis nous laisser des commentaires et des notations. Et puis vous n'êtes pas obligé de mettre 5 étoiles, vous pouvez mettre soit 5 soit 1. 5 c'est que ça vous plaît et c'est que c'est très bien et que tout le monde va être super content. 1 ça veut dire qu'on a des choses à améliorer, mais à la limite si vous voulez mettre 1, vous nous contactez via le formulaire de contact, et puis on discute et on s'améliore, n'est-ce pas Greg? Et puis pour revenir aux questions, on va enregistrer un épisode très bientôt sur une thématique qui tient à cœur à beaucoup d'auditeurs du podcast apparemment, parce qu'on a reçu de plusieurs personnes cette demande de traiter un petit peu plus spécifiquement de l'entraînement de trail running, et donc du coup on a trouvé un spécialiste. On va pas encore dire de qui il s'agit, mais on va parler d'entraînement spécifique au trail running avec une personne qui est vraiment une sommité dans la course à pied, et puis
puis répondre ainsi aux questions de tous ces auditeurs, parce que je crois que ni toi ni moi ne sommes des références absolues en termes de trail, même si ça m'arrive aussi de courir un peu sur les sentiers, mais ça fait pas de moi un expert. Alors du coup, on a trouvé quelqu'un de bien plus compétent pour le faire. Ouvrons nos bons vieux guillemets, stay tuned, restez avec nous jusqu'à la fin de cette saison, et puis sur la saison prochaine, ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous et de vous apporter toutes les réponses que vous attendez. Eh bien, chers auditeurs, si vous êtes encore là après presque 45 minutes de podcast, merci beaucoup, on vous embrasse très fort et on vous dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Oui, et puis là, on sait qu'on parlera de chaussures minimalistes, de course à pied minimaliste avec des invités de marque, parce qu'on l'a dit déjà dans cet épisode. Merci Hermano pour celui-ci, et puis je te retrouve dans 2 semaines. Ah là là, il va falloir quand même faire du montage parce que j'ai quand même pas mal buté sur pas mal de choses. Ouais, bon, je pense que ça s'écoute. Je pense que l'épisode, il est largement écoutable. Pour moi, il n'y a pas eu trop de bugs. Non, et puis ça reste bon enfant. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça reste authentique. Voilà. On n'est pas sur de la lecture de script. Et c'est ce que j'aime. Avec toi, on s'est bien entendu sur ce sujet-là.